alors ouais, merci d'être venus si nombreux. On va essayer de voir comment on peut construire une architecture RAG en PHP. Et du coup, ça va être l'occasion d'expliciter, vulgariser un certain nombre de concepts clés qui sont derrière les IA génératives que vous utilisez sûrement au quotidien. Alors, hop là. Et ben forcément, il faut l'allumer aussi, ça. Voilà, alors du coup, je me présente rapidement. Je suis développeur et coopérateur chez Letiol.coop. Je suis créateur de quelques librairies PHP, parmi lesquelles PHP Redis OM pour Object Mapper, qui est un Object Mapper PHP pour Redis. D'une petite librairie que j'ai publiée cet été qui s'appelle Trigger Mapping Bundle, qui est un bundle symphonique qui vous permet de mapper des triggers SQL, enfin PostgreSQL, MariaDB, MySQL, SQL Server, sur des entités doctrines. Et d'une librairie qui ne sert pas à grand-chose, mais dont je parle aujourd'hui dans la con, donc c'est pour ça que je l'ai mentionné, qui est Cohere PHP Client, qui est juste un SDK pour communiquer avec les API de Cohere, qui est un outil d'IA dont on va parler plus tard. Et donc, comme l'a dit Cécile, ça fait 10 ans depuis mon tout premier forum PHP, donc je ne les ai pas tous faits, mais j'en ai fait pas mal. Donc je suis très content de donner mon premier talk aujourd'hui. Et donc voilà. Alors, avant de commencer très rapidement, je parle vite fait de la société qui m'emploie. Letiol, vous nous connaissez sûrement, on a un stand sur le forum. Il faut savoir qu'on est une société qui est autogérée, c'est-à-dire que la boîte est entièrement détenue par les salariés. Et du coup, toutes les décisions sont prises de manière autogérée, égalitaire. Chaque salarié a une voix, et voilà. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de tout réexpliquer les concepts d'IA, mais on va en vulgariser quand même, en rappeler certains, les fondamentaux. Les LLM, c'est la technologie derrière les chatbots conversationnels que vous utilisez sûrement déjà, ChatGPT, Gemini, Mistral, le chat, etc. LLM pour Large Language Model, parce qu'en gros, ils ont suivi ce qu'on appelle un entraînement qui consiste à avoir ingurgité des milliards de textes, globalement tout ce qu'on trouve publiquement sur Internet. Et cet entraînement leur a permis de repérer des patterns, des logiques dans les mots, dans les suites de phrases, qui vont leur permettre potentiellement de comprendre du texte et des logiques du langage humain. Les LLM, globalement, c'est des modèles probabilistes. C'est-à-dire qu'en gros, ça fonctionne comme un super prédicteur de mots. Comme quand vous écrivez un message dans votre téléphone, il vous propose les mots suivants. Bon, le LLM, c'est un peu le même principe. Il va, à partir d'un contexte, générer du contenu, générer des phrases. En faisant des calculs de probabilité, il y a plus de chances qu'une phrase qui commence par « je vais à la » va se finir par « maison » plutôt que « je vais à la lune ». Bon, voilà. Et ces probabilités, elles sont calculées à partir de l'entraînement qu'il a connu et du coup des statistiques qu'il a pu définir vis-à-vis des milliards de textes humains qu'il a vus. Du coup, cette capacité, cet entraînement, ça lui permet à la fois de comprendre un nouveau texte quand on lui fournit, mais aussi de le synthétiser, de résumer, de reformuler, ça vous le savez déjà, vous utilisez déjà sûrement ce genre d'outil, et aussi surtout d'imiter le langage humain et du coup de produire du contenu qui se lit comme naturellement, comme si c'était écrit par vous ou moi. Alors, je vous l'ai dit, du coup, les LLM, c'est un modèle probabiliste. Ce qu'on voit là, c'est un arbre des possibles. En fait, comment ça fonctionne? À chaque étape, le LLM va produire la suite de la phrase à partir d'un calcul statistique de la probabilité la plus élevée de la suite. Donc on peut voir, pour mon anniversaire, j'ai plus de chances de manger un gâteau que manger un lac. Et donc voilà, chacune de ces étapes est un calcul statistique. Le fait que ça soit calculé au fur et à mesure de la génération, à chaque fois, à chaque étape, c'est ce qui explique aussi que quand votre réponse du LLM ne s'affiche pas d'un bloc, elle s'affiche généralement progressivement. C'est aussi en partie à cause de ça, parce qu'en fait, elle s'affiche dans votre chatbot au fur et à mesure qu'elle est générée. Et du coup, si vous utilisez les LLM directement par API, vous avez souvent cette option de stream, qui est un booléen, vous mettez false ou true si vous voulez en une seule fois ou tout d'un coup. Alors, vous savez sûrement ce que c'est, les fameuses hallucinations. C'est quand le LLM, en gros, vous raconte avec un total aplomb quelque chose qui s'avère en fait totalement faux. En fait, le LLM, vous doutez bien, c'est une machine. Il n'a pas conscience de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Il va juste, pour lui, vous répondre statistiquement ce qui lui paraît le plus probable. Et forcément, si on aborde un sujet, un thème, un contexte qu'il n'a pas vu pendant son entraînement, il va calculer une probabilité qui pourra s'avérer fausse, mais qui pourra aussi s'avérer vraie. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu le sujet que la probabilité qu'il va calculer sera forcément fausse. Les LLM, du coup, oui. Si on a ce problème, c'est parce que du coup, on sait c'est des calculs statistiques. Si on veut lui empêcher de se tromper, on a des techniques. Vous modifiez votre prompt, vous lui dites de citer ses sources, etc. Mais le moyen le plus fiable de l'empêcher d'avoir à inventer, en tout cas, c'est de lui fournir assez de contenu, assez de matière pour qu'il ait des sources fiables, vérifiées, pour produire le contenu qu'il va vous envoyer. Alors, ces hallucinations, en fait, elles ont deux principaux problèmes.
Le premier, c'est ce qu'on appelle la date de fin de connaissance. Vous vous souvenez peut-être sûrement quand ChatGPT 3 est sorti fin 2022, on avait cette notion de ChatGPT connaît tout Internet jusque 2020 ou 2021, je ne me souviens plus exactement. Ce qui était en partie vrai. Du coup, toutes les questions qui abordaient des thématiques qui étaient post-2020-2021, effectivement, il n'avait pas la réponse. C'est toujours en partie vrai. Les LLM, ils sont entraînés, leur entraînement, il s'arrête à un moment, et du coup, tout ce qui se passe après la fin de leur entraînement, techniquement, ils n'y ont pas accès. C'est atténué cet argument parce que désormais, quasiment tous les LLM ont des fonctionnalités de deep research, de web research, qui permet d'aller chercher l'info en temps réel sur Internet. Du coup, c'est moins vrai, mais c'est encore un peu vrai. Le schéma, là, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est des estimations, des prévisions. La bande verte, c'est le total du contenu produit par des humains sur Internet, une estimation. Et la bande bleue qui monte, c'est la taille de l'entraînement des principaux modèles des LLM actuellement. Donc, on voit que très vite, en fait, les LLM vont globalement être entraînés sur tout le contenu produit par des humains sur Internet, en tout cas produit et disponible publiquement. Alors, le deuxième problème, et pas des moindres, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a cette date de fin de connaissance, mais surtout, il y a l'accès aux données. Théoriquement, les LLM ont accès qu'aux données publiques. Si vous voulez l'utiliser professionnellement, il n'a pas accès, j'imagine, à la documentation interne de votre projet, à vos tickets support, je sais pas, à un règlement RH interne. Alors, ça aussi, ça a atténué, parce que si vous utilisez des suites comme suite Google, suite Microsoft, Copilot, Gemini a accès à vos fichiers de Drive, a accès à vos mails, selon les degrés de permission que vous lui donnez, évidemment. Du coup, c'est atténué, mais théoriquement, quand vous utilisez un LLM, il n'a pas accès aux données privées, c'est plutôt normal. Alors, ce problème du coup des hallucinations, on l'a vu, du coup, ça vient principalement de l'accès aux données, et du coup, on a des solutions qui permettent d'éviter ce problème, et du coup, de lui fournir des données sur lesquelles on aura intégralement la main, pour lui éviter d'avoir à inventer, ou en tout cas se tromper. Alors, c'est le fameux RAG. Normalement, vous êtes là pour ça, donc on va commencer à en parler. Alors, je dis le RAG, en fait, on pourrait peut-être dire la RAG, je n'ai pas vérifié. RAG, ça veut dire récupération augmentée par la génération augmentée par la récupération, en français. Génération et récupération sont féminins, donc on pourrait dire une RAG. Alors, RAG, ce n'est pas une technologie, c'est un modèle, c'est un pattern d'architecture, c'est une façon de faire. L'idée, c'est de se dire, OK, mon LLM, il n'a pas la science infuse, il ne sait pas tout sur tout. Je vais lui fournir des données, je vais lui fournir du contexte sur lequel moi j'ai la main. Je sais ce qui est vrai, je connais mon projet, je connais ma réglementation interne concernant le télétravail, par exemple. Et du coup, je vais lui donner des données fiables à partir desquelles il va générer des réponses. Et donc, je suis sûr qu'il aura des données authentiques pour produire sa réponse. L'architecture RAG, ce n'est pas forcément des embeddings et une base de données vectorielle. On va en parler plus tard. Potentiellement, ça pourrait tout à fait être une base de données classique de la recherche textuelle. Ça serait aussi une architecture RAG. Alors, je vous ai mis un premier schéma. Si celui-ci n'est pas technique, il y en aura plusieurs, je vous préviens. L'idée, c'est de se dire, on part de la gauche. Vous avez vos données. Vos données, vous allez vous les contrôler, vous allez les indexer, les mettre dans une base de données. Et ensuite, quand un utilisateur ou une utilisatrice va vous faire une requête, on va aller chercher à partir de la requête de l'utilisateur des informations qui pourront s'avérer pertinentes dans cette base de données, qui contient toutes les données que vous avez choisi d'y mettre. Et puis, on va les ajouter en contexte, en plus, au LLM. Et du coup, le LLM, il aura la question, par exemple, de l'utilisateur, des informations que vous allez lui fournir. Et puis, à partir de ça, vu qu'on sait que le LLM il est très fort pour résumer, synthétiser, reformuler, et lui, il va faire une réponse qui sera parfaite et surtout qui sera authentique, basée sur des sources fiables, vérifiées, sur lesquelles vous avez la main. Alors, je vous ai dit juste avant que le RAG, ce n'était pas forcément une base de données vectorielle et des embeddings. Bon, dans les faits, c'est la solution technique la plus efficace et c'est celle qui est utilisée par toutes les architectures RAG contemporaines et c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Alors, encore un schéma, cette fois-ci un peu plus technique, mais à peu près c'est la même idée. On a un prompt en bas à gauche. Non, d'abord, on va commencer en haut à gauche, pardon. On a les documents, donc ça c'est pareil, c'est vos documents, votre source de vérité. On va la morceler, on va faire des chunks text, des morceaux de texte. On va utiliser ce qu'on appelle un serveur d'embeddings. On va voir après ce que c'est, vous inquiétez pas. Ce serveur d'embeddings va générer des fameux embeddings qu'on va stocker dans une base de données vectorielle. Et ensuite, quand on va avoir un prompt qui va arriver en entrée, ce prompt en haut à droite, pareil, va aller dans la base de données vectorielle. On va chercher des informations pertinentes vis-à-vis du prompt et qu'on va donner en contexte. Vous voyez, most relevant text passage, donc les informations pertinentes, on les donne dans notre contexte pour enrichir le prompt de l'utilisateur. Le LLM, on l'a vu, il est capable de comprendre du texte, il comprend les différentes sources de données qu'on lui file, il génère une réponse et on l'affiche à l'utilisateur. Alors, les fameux embeddings. Bon, désolé, je parle vite, mais c'est parce que j'ai beaucoup de slides, et sinon j'ai peur de ne pas tout rentrer. Puis vu que j'ai perdu 2 minutes au début et que je parle encore 1 minute là maintenant, il faut que je m'active. Du coup, alors, les embeddings. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de thématique, ça peut faire un peu peur au début. En réalité, ce n'est pas très compliqué. L'idée, c'est de se dire, OK, les ordinateurs, ils ne comprennent pas le langage humain comme vous et moi, ils ne comprennent pas les nuances, l'humour, la vulgarité, ces trucs-là. Par contre, les ordinateurs et globalement les systèmes informatiques sont très bons pour comprendre les maths, les chiffres, les opérations. Et donc l'idée, c'est de se dire, OK, on va transformer nos phrases, notre contenu, en vecteurs, nos phrases humaines en vecteurs, en nombres.
Et l'idée, c'est de se dire, on va capturer le sens d'une phrase, le sens vraiment, son sémantique, et en faire une représentation vectorielle, faire une cartographie de la sémantique avec des nombres et des chiffres. Alors, il y a une analogie que je trouve intéressante, c'est l'idée du point GPS. Quand vous utilisez un GPS, vous avez deux nombres avec un certain nombre de chiffres derrière la virgule pour plus ou moins de précision. Et puis ces deux nombres, ils renvoient chacun à une dimension, à un plan, qui sont la latitude et la longitude. Et à partir du point sur la latitude et la longitude, vous savez vous situer sur une carte. Et ben, ces deux dimensions, latitude et longitude, et ben, en fait, les embeddings, ça va être la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir deux dimensions, latitude et longitude, on va avoir des centaines, voire des milliers de dimensions qui vont chacune capturer une information du sujet. On va avoir une dimension, par exemple, qui va capturer est-ce que c'est un texte qui est en langage soutenu, un langage familier, est-ce que c'est un sujet qui aborde un sujet politique, scientifique, sportif. Et puis voilà, on va avoir plein de dimensions qui vont permettre globalement de cartographier le sens, la sémantique de votre phrase. L'intérêt, c'est que du coup, vu qu'on capture du sens, on peut utiliser de l'argot, on peut passer d'une langue à l'autre. Il n'y a pas vraiment un problème, parce que du coup, on va vraiment capturer le sens et les sujets. Alors, je vous ai mis une version ultra simplifiée de ce qu'on appelle la génération d'embedding. En haut, ce que vous avez, living being, feeling, human, on va dire que c'est les dimensions. Donc la dimension être vivant, chat, humain, genre, etc. Et puis ensuite, on va passer des mots dans ce serveur d'embedding, dans cette génération d'embedding. Et puis pour chaque mot, on va calculer, on va essayer de le placer sur la dimension. Donc on va voir qu'un chat et un chaton sont assez élevés dans la partie félin, logique. Par contre, la maison est absolument pas un être vivant, absolument pas un félin. Et puis voilà, on va passer dans plein de dimensions et ça va vous permettre d'avoir une cartographie, du coup, de situer, de vectoriser les thématiques, les termes, etc. Alors là, c'est assez simple, mais il faut savoir que les modèles récents, OpenAI, le modèle de base, je ne sais plus c'est lequel, le texte 3 en bête large, je crois, c'est 1536 dimensions qui vont permettre de capturer plein d'informations assez variées sur le sujet. Comme pour les LLM, on a des modèles très généralistes et on a des modèles qui vont se spécialiser, des modèles qui vont être spécialisés dans le juridique, la santé, pour vraiment capturer des nuances précises des thématiques abordées. Et comme pour les LLM, on s'est rendu compte qu'en fait, les modèles très spécialisés ne sont pas forcément bien meilleurs que les modèles assez généralistes quand on les benchmark. Et du coup, on revient un peu là-dessus. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, oui, j'ai oublié de préciser, chaque grosse solution de d'IA, Anthropic, OpenAI, Gemini, Mistral, etc., a ces modèles d'embedding, et du coup, l'un ne marche pas avec l'autre. Il faut bien s'en rendre compte. Et puis, vous en avez plein de sortes, des petits, des gros, des qui coûtent cher, etc. C'est vraiment très, très large. Alors, qu'est-ce qu'on peut vectoriser ? Globalement, à peu près tout ce qu'on veut, du texte, naturellement, on l'a vu, des images. Alors pour les images, on va avoir des modèles d'embedding particuliers. Souvent, on va vectoriser deux choses, la représentation de l'image et sa description visuelle. Comme ça, on aura un maximum d'infos. On peut vectoriser de l'audio. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on a une solution de speech to text. On va transformer l'audio en texte et puis on va vectoriser le texte. Et puis de la vidéo. La vidéo, c'est le plus compliqué, vous en doutez bien. Ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va prendre une frame par seconde et on va faire de la vectorisation d'image. Et puis à la fin, ça sera l'équivalent d'une vectorisation vidéo, mais en fait, c'est de la vectorisation juste d'image un peu plus complexe. Alors, l'art du chunking, alors ça c'est assez important, ça paraît pas, et pourtant c'est très important quand on veut construire une architecture RAG. Le chunking, c'est le découpage. Comment vous allez découper votre texte. Et du coup, il y a une règle, c'est le pas trop gros, pas trop petit. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne peut pas envoyer un PDF de 50 pages à vectoriser un serveur d'embedding. La plupart des solutions d'IA, ils ont une limite sur le nombre de tokens qu'ils peuvent traiter en entrée. Et surtout, si vous envoyez 50 pages, on a vu, l'embedding, ça représente le sens d'une phrase. Le sens du paragraphe 1 de la page 1 ne sera pas le même, forcément, pas le même sujet du paragraphe 3 de la page 3. Donc forcément, on va diluer le sens et on va perdre ce qu'on appelle la pertinence sémantique à en mettre trop d'informations. Donc il ne faut pas en mettre trop. Mais il ne faut pas aussi pas en mettre assez, parce que si vous mettez juste quelques mots ou qu'une phrase, des fois, on ne va pas avoir assez de contexte, pas assez d'informations, et pareil, la représentation sémantique risque d'être erronée. Donc voilà, il faut trouver toujours le juste milieu, pas trop gros, pas trop petit. On a plein de manières de faire pour découper le texte. La façon la plus bête et la plus simple à implémenter, c'est forcément la taille fixe. Tous les 500 caractères, je crée un nouveau morceau. Pas le meilleur parce que vous coupez des phrases, des mots en plein milieu, donc vous pouvez perdre de la notion, diluer du sens. Il faut éviter de le faire, mais c'est assez facile à implémenter. La deuxième, très facile et plus efficace, en fait, on va utiliser des séparateurs, les sauts de ligne, les titres. On va dire, voilà, nouveau titre, nouveau paragraphe. Je considère que c'est un nouveau chunk. Ça marche bien, c'est assez facile à implémenter. Le troisième, qui est vraiment le plus efficace, ça va être de faire par sémantique. En fait, on va vectoriser les phrases une par une. Et puis, à chaque fois, on va comparer la représentation vectorielle d'une phrase avec la représentation vectorielle de la phrase précédente. Et puis, quand on va voir que l'écart entre les vecteurs augmente, on va se dire, bon, OK, là, je change de sens, donc je crée un nouveau chunk. Ça, c'est assez efficace. La notion de chunk overlap,
C'est tout bête. C'est juste que à chaque fois que vous créez un morceau de texte, vous gardez quelques lignes du texte du paragraphe d'après et quelques lignes du paragraphe d'avant. Comme ça, en fait, vous avez toujours des notions qui sont conservées. Vous évitez de découper en plein milieu. Et le dernier truc, moi je trouve le plus efficace, mais qui coûte le plus cher, c'est que vous ne le faites pas vous-même. Vous le faites faire par un LLM. Le LLM, il est presque aussi bon qu'un humain. Vous lui passez des pages et des pages et vous lui dites, voilà, quel découpage tu ferais, quel est le sens le plus intéressant à prendre à tel endroit, à tel endroit. Il va le faire pour vous et c'est assez efficace. Alors, mon titre est une publicité mensongère, pourquoi? Parce que du coup, je vous ai dit qu'on va construire un RAG en PHP, ou une architecture RAG en PHP. En fait, on ne va pas tout faire en PHP. La génération d'embedding, on ne va pas le faire en PHP. Vous doutez bien, c'est une opération de machine learning qui est très très coûteuse, en CPU, qui est assez complexe. Ça ne peut pas se faire en PHP. PHP n'est pas fait pour faire ce genre de choses. Il y a plein d'outils qui le font très bien pour nous, et du coup, on va utiliser ces outils. Et du coup, on ne va pas faire les embeddings en PHP. Alors, c'est cool, on a plein de solutions qui permettent de générer ces fameux embeddings en PHP. La plus simple, c'est évidemment d'utiliser les API des géants de la tech, des IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les grosses solutions d'IA ont des API avec des endpoints d'embedding. C'est tout bête, c'est un appel HTTP, vous envoyez votre texte, il vous renvoie un tableau de nombres flottants, du coup, qui sont des vecteurs. Très facile à utiliser. Des avantages, c'est payant. C'est payant, mais c'est atténué, c'est vraiment pas si cher. OpenAI, qui est loin d'être le moins cher, vectoriser 100 pages de PDF, ça coûte à peu près 2 centimes de dollars, donc à peu près 1,5 centime d'euros. Donc vraiment, c'est pas si cher. Et les modèles comme DeepSeek, Gemini, tout sont encore moins chers. Donc vraiment envisager, surtout quand on va vouloir vectoriser les données de notre société. Normalement, on va le faire qu'une fois. Donc c'est vraiment à envisager, même si c'est payant. Sinon, vous pouvez implémenter une solution vous-même. Il y a des solutions open source qui existent. Vous connaissez peut-être Ollama. Tous ces trucs-là sont téléchargeables sur Hugging Face, le GitHub de l'IA, en gros. Ollama expose une API REST, vous pouvez le faire tourner en local ou sur un serveur distant, et puis après, il expose une API, et puis l'API, vous l'utilisez comme si vous utilisez l'API d'OpenAI. Alors, comment ça fonctionne? Je vous montre deux exemples assez rapidement. Tout bête, là, c'est quand on utilise l'API d'OpenAI, voilà, vous utilisez la librairie, là, c'est OpenAI PHP client, mais en fait, vous pouvez faire vos appels API tout simple avec HTTP client, Guzzle. C'est vraiment très facile à prendre en main. Je lui passe un modèle, je lui dis, passe un input, il me renvoie un tableau de vecteurs. Ça, c'est avec Cohere. Alors, pourquoi je vous parle de Cohere? Vous dites, il nous parle encore de sa librairie. En fait, je vous parle de Cohere parce que Cohere dispose d'un plan gratuit. En fait, on peut faire plein d'appels gratuitement. Pour les embeddings, c'est 100 appels par minute. Ça fait plus d'un appel par seconde. Ce qui est très utile si vous faites un POC, un MVP. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'appels. Donc, moi, c'est ce que j'utilise et je vais vous montrer un exemple plus tard avec cette API. Ça fonctionne pareil. Juste pas passer le modèle là parce qu'il y a un modèle par défaut, mais je crée un client Cohere qui est pour le SDK. J'appelle une classe embed, create. Voilà. C'est vraiment tout bête. On reçoit un tableau et puis après, on le traite. Alors, voilà, une vidéo YouTube, ça marche. Ouais, en vrai, on s'en fout. En fait, c'est un appel API, je vous montre comment ça marche. C'est un appel HTTP, vous savez tous comment ça marche. Et on reçoit un tableau avec 1500 vecteurs parce que OpenAI renvoie 1536 dimensions sur ce modèle-là. C'est embedding ADA 02. Alors, il y en a deux fois. Avec Ollama, du coup, là, il y a des exécutables pour la plupart des OS. Vous pouvez l'installer en local. Il y a un Docker. Vous le téléchargez. Vous avez une commande Ollama Pool qui va vous permettre d'être téléchargé des modèles. Ici, un des modèles d'embedding. Ça expose, je vous l'avais dit, une API, le port 11434. Et du coup, c'est tout bête. En local, j'appelle le port 11434, le endpoint d'embedding. Je lui passe un modèle et le for un PHP. Et là, ma slide préférée. Vous voyez en haut le fameux curl, vous envoyez votre texte et puis ça vous renvoie ce fameux tableau d'embedding qu'on va pouvoir utiliser plus tard. C'est aussi assez facile à utiliser. Alors, on a vu ce qu'étaient des embeddings, on a vu comment créer les embeddings. Maintenant, on va voir comment les stocker. Alors, les embeddings, on les stocke dans ce qu'on appelle des bases de données vectorielles, qui ont généralement un type natif qui s'appelle le vector. Alors, comment ça fonctionne? Alors là, c'est un peu technique, c'est pas le plus important, mais bon, on va en parler quand même. Ces bases vectorielles ont ce qu'on appelle des index. Les plus connus, HNSW et IVFFlat. Et en fait, ils ont un fonctionnement de recherche qui s'appelle la recherche par voisin approximatif le plus proche. Alors, c'est un peu technique. On va essayer d'expliquer avec une analogie par carte. C'est des systèmes de graphes par niveau. En fait, on va imaginer que vous cherchez une maison dans Paris. Vous n'allez pas pouvoir contrôler chacune des maisons pour vérifier si c'est la bonne. Vous allez avoir une carte. La première carte, il va y avoir juste 3 points. Montmartre, Tour Eiffel, Disney, par exemple. Et en fait, vous allez calculer la distance vectorielle entre ces 3 points et votre maison. Et puis, la distance vectorielle la plus proche, vous allez la choisir comme point de départ et vous allez partir de la carte qui part d'en dessous, qui va être un peu plus détaillée. Vous allez refaire la même opération et ainsi de suite par graphe jusqu'à arriver à la carte la plus détaillée du quartier où vous cherchez la maison. Et là, vous pouvez la chercher directement. En gros, c'est comme ça que ça marche. C'est ce système de approximate nearest neighbor. Comment ça marche? C'est qu'en gros, on va céder un peu de la précision parfois pour gagner énormément de vitesse. Voilà comment ça marche. Alors, comment le stocker? On l'a vu comment générer l'embedding. Maintenant, comment le stocker? Il y a plein de manières de le stocker. PostgreSQL, que vous connaissez logiquement, a une extension qui s'appelle pgvector. Il y a du Redis, il y a plein de bases de données, c'est assez large.
Moi, je vais parler de Postgre parce que c'est notre zone de confort. Normalement, vous l'utilisez déjà. C'est tout simple. Vous installez l'extension PGVector, vous l'activez avec cette requête SQL create extension, et puis c'est disponible. Vous pouvez l'utiliser. Comment ça marche? Tout bête. Bah, je crée une table, la TL info, je mets un ID, le contenu. Alors, on va voir après pourquoi le contenu, la source de ma donnée, et puis le fameux embedding avec ce type vecteur qui est un type natif, et puis 1536 qui est la longueur, parce qu'on l'a vu qu'il y avait 1536 dimensions avec le modèle que j'utilise, donc bah, je vais mettre 1536. Et puis ensuite, tout bête, je fais un insert, bah voilà, je prends le manuel de l'employé d'ETL, les congés sans solde sont limités, et la représentation d'embedding, elle est en bas, et voilà, vous avez stocké un vecteur en base de données Postgre, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On a vu comment le créer, on a vu comment le stocker, maintenant on va voir comment faire de la recherche. En gros, on va faire, contrairement à ce qu'on fait régulièrement, on ne va pas faire de la recherche textuelle pure, on va faire ce qu'on appelle de la recherche sémantique. On l'a vu, le vecteur, c'est une représentation sémantique, donc on va rechercher du sens proche de ce qu'on a besoin de trouver, en gros. Alors, il y a deux grands moyens de faire. On va pas rentrer trop le détail, de toute façon, même moi, je ne comprends pas tout alors que j'ai préparé cette conf. Du coup, il y a deux grands principes, c'est la distance euclidienne, c'est la distance entre deux vecteurs. Plus les vecteurs sont proches, plus on considère qu'ils ont une proximité de sens, et donc on va utiliser ça. La deuxième, qui est encore plus précise, c'est ce qu'on appelle la similarité cosinus. Alors, j'ai dit plus tôt qu'il fallait imaginer les vecteurs, les embeddings comme des points GPS sur des cartes. C'est un peu plus compliqué que des points. Il faut plutôt les imaginer comme des flèches qui pointent dans des directions. Et du coup, le principe de similarité cosinus, c'est de dire, OK, on va chercher des embeddings qui pointent dans la même direction que ce que j'ai besoin de trouver. Et du coup, on va vérifier l'angle. Plus l'angle est étroit, plus ça pointe dans la même direction, donc plus c'est proche. Plus l'angle est élevé, plus le sujet est différent, voire opposé, et moins ça m'intéresse. Comment ça marche concrètement? C'est ce que je vous ai dit. L'angle faible proche de 0, cosinus 1, la similarité sémantique très élevée. Et puis plus l'angle est élevé, 90, 180, les concepts sont totalement opposés. Voilà. C'est comme ça que marche le principe de similarité cosinus. En vrai, on n'a pas vraiment besoin de savoir comment ça marche parce que vous allez voir, on a des outils en SQL qui vont vous permettre de faire la requête à votre place et vous n'avez pas vraiment besoin de savoir plus. Alors, PGVector, l'extension pour PostgreSQL, c'est super. Ils éditent une librairie qui s'appelle PGVector PHP, qui s'installe en faisant un composer require et qui vous permet d'avoir un support pour Laravel et Doctrine. Donc, si vous faites du Symfony ou du Laravel, c'est super, c'est implémenté. Et propose plein de comparateurs, plein de fonctions SQL par défaut, parmi lesquelles sont justement la distance euclidienne, la similarité cosinus, etc., sans que vous ayez besoin de faire grand-chose. Alors, du coup, voilà comment ça marche. Ça, c'est dans Doctrine. On a ce fameux type vector. Et puis, on a cet objet qui est proposé par la librairie, du coup, PGVector, qui est cet objet vector et qui va recevoir votre tableau de nombres flottants, qui est la représentation sémantique de votre texte. Alors, on a vu, je ne sais pas combien de temps il me reste, 15 minutes, ok. On a vu comment, ce que c'était l'embedding, on a vu comment générer l'embedding, on a vu comment stocker et rechercher de l'embedding. Donc, on va voir comment ça marche concrètement. Je ne vais pas faire de vraies démos, je vais faire des captures d'écran. Alors, encore un schéma de ce qu'on va vouloir faire. Alors, j'ai pris un règlement interne de notre société. Je vais vouloir la découper en chunk, on l'a vu, hein, on a besoin de découper. On va passer par un serveur d'embedding. Ce serveur va transformer les embeddings en vecteurs. On va stocker les vecteurs dans la fameuse base vectorielle. Et ensuite, quand un utilisateur ou une utilisatrice va poser une question au LLM, on va aller mettre sa question dans le serveur d'embedding, la transformer en vecteur, aller rechercher entre la vecteur de la question et les vecteurs de ce qu'on a, est-ce qu'il y a une entrée dans la base de données qui correspond plus ou moins à ma question, qui pourrait relever, proposer des informations pertinentes? On les renvoie, ça repart comme contexte au LLM, le LLM produit la réponse, on l'affiche à l'utilisateur, et c'est tout bon. Alors, je suis parti de ça, j'ai pris un fichier texte de règles RH d'ETL. Donc voilà, c'est plein de règles qui concernent les congés payés. Ça qui nous intéresse, notamment la dernière, c'est qui est le chef. On n'a pas de chef, on a une boîte autogérée. Vous allez voir pourquoi ça nous intéresse. Alors, comment ça marche? Dans un projet Symfony tout bête, vous activez l'extension PGVector, on l'a vu. Vous installez la librairie PGVector et ma librairie Cohere, parce qu'on va utiliser Cohere. Vous voulez utiliser Gemini, ChatGPT, bon, ça marche pareil, c'est tout bête. Ensuite, je mets une clé d'API dans mon point env. Je déclare dans Doctrine la fonction, la L de distance, la distance euclidienne qui est proposée par PGVector. C'est juste pour pouvoir l'utiliser après dans mon repo. Et puis, je crée une fameuse entité. Bon, voilà. Là, vous vous y retrouvez. Et en bas, le fameux embedding, vector, objet vector. Alors, on va faire une commande symphonique. On va regarder étape par étape. C'est vraiment tout bête. D'abord, on implémente mon client Cohere pour appeler l'API d'IA. Ensuite, on va chercher mon texte règle RH. On fait le fameux chunk. Voilà, tout bête. J'avais toutes les 2 lignes, j'ai une nouvelle règle. Je découpe par ligne, on s'en fout. Je boucle sur mes règles RH. Et ensuite, bon, c'est là que ça m'intéresse. J'appelle la fameuse API Cohere. Je crée mon embedding. Et ensuite, je crée mon entité TL info avec l'embedding. Je persiste, je flush. Tout ça, c'est des trucs avec lesquels vous êtes familier. Et direct, dans ma base de données, on retrouve toutes mes règles,
mes 12 règles RH avec le texte d'origine, la source et l'embedding. Le texte d'origine, pourquoi je le garde? Parce qu'en fait, sinon ça ne marche pas. La représentation vectorielle, les vecteurs, c'est pas du chiffrage. Vous ne pouvez pas vectoriser un texte et après dire je veux en inverser, en savoir ce qu'était le texte original. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment une capture sémantique. Donc on va pouvoir inférer des embeddings, on va pouvoir deviner le sens, le sujet qui est abordé, mais jamais vraiment le texte d'origine. Donc, dans mon cas, j'ai besoin de garder le texte brut pour savoir à quoi le vecteur renvoie. Alors, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est juste un contrôleur avec un formulaire, poser une question, là, c'est qui le boss, envoyer la question et avoir une réponse. Alors, le contrôleur Symfony, je passe vite, vous en avez déjà tous vu, un formulaire, je soumets le formulaire. Ce qui nous intéresse, c'est la fonction generate LLM réponse qu'on va voir. Je lui passe ma question. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma generate LLM réponse? J'implémente encore le client Cohere. J'utilise cette fois-ci une classe qui s'appelle chat. Tout à l'heure, c'était la classe embed pour créer l'embedding. Chat, c'est juste pour discuter avec le LLM, c'est tout bête. Je lui envoie ma question, role user, parce que c'est l'utilisateur qui pose une question, et puis j'affiche la réponse. Bon, et ben là, ça ne marche pas. Enfin, on a une réponse, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Il me dit, il semble que votre question soit en français, qu'elle contienne une faute de frappe. Logique, il m'a fait une réponse sans aucun contexte. Il ne sait pas ce qu'il doit me dire, donc il me répond juste à partir de son entraînement. C'est pas top, ça bête pas trop. On modifie la méthode LLM réponse. On va ajouter un peu de contexte. On lui ajoute un prompt system. Vous êtes peut-être familier avec ce principe de role user, role system quand vous utilisez les LLM. Je lui dis, tu es assistant pour le service RH d'une entreprise. Je ne lui dis pas quelle entreprise. Parce que même si l'ETL, on n'est pas une multinationale ultra connue, peut-être qu'il nous a déjà vu dans son entraînement. Il suffit que le LLM ait vu un article de blog qui parle de nous et potentiellement, il pourrait avoir l'info. Donc, je ne lui dis pas qui on est, sinon ça pourrait tricher. Je lui dis juste, tu dois répondre à des questions des salariés en te basant sur les informations. C'est déjà mieux. Il me dit, j'ai pas l'identité du responsable, pouvez-vous préciser le département? Vous voyez toujours qu'il manque quelque chose. Je lui ai dit ce qu'il devait faire, mais je lui ai donné aucun accès à ma source de données qu'on a vectorisée auparavant. Donc là, on va enfin faire ce qui nous intéresse, ce pourquoi vous êtes venus. Là, on va modifier encore ce LLM réponse. Cette fois-ci, on va transformer la question de mon utilisateur en embedding. Donc la question c'est qui le boss va être vectorisée. Et ensuite, on va appeler mon repo pour chercher les voisins proches de cet embedding. On va voir après le repo ce qu'il fait. Et puis, ce contexte qui va être, est-ce que si jamais je trouve des informations pertinentes dans mon contexte, je vais les passer ensuite encore en role system ou lui dire aucune info. Comment ça marche dans mon repo? J'ai une méthode getNeighbors. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Vous en avez déjà fait plein des requêtes comme ça. C'est très facile. Je fais un select, je lui dis l'entité, et puis j'utilise ce fameux order by L2 distance qu'on a vu, qu'on avait enregistré dans la config doctrine. Et puis du coup, je lui dis, moi, je ne veux que tu me renvoies qu'une seule info, qu'un seul paramètre pertinent, je ne veux pas plus. Si je dump la réponse, on se rend compte que direct, il a bien trouvé la phrase qui était la plus pertinente, qui nous concernait le plus, c'est qui est le chef? Oui, en fait, boss. Logiquement, la représentation vectorielle de boss est assez proche de la représentation vectorielle de chef, c'est le même sens. Du coup, il est parti de ce principe pour dire, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je le passe, j'envoie la question, c'est un peu long. Il n'y a pas de chef dans notre structure actuelle, nous fonctionnons de manière collaborative. Et voilà, il a bien réussi à répondre, il sait comment ça marche. Il prend encore un peu trop de liberté. Le truc de collaboratif, je ne sais pas d'où il a été le chercher. Bon, ça se précise, vous utilisez des prompts régulièrement, vous lui dites n'en rajoute pas, n'invente pas, base-toi uniquement sur le contenu que je te fournis. Et puis, et voilà, ça marche. Du coup, ce qu'on a fait, c'était au final assez simple. On a fait une commande Symfony qui va découper, vectoriser nos données, une requête DQL, tout bête, et puis quelques appels API. Là, c'est Cohere, mais n'importe quel autre outil est vraiment facile à implémenter. Et du coup, on a construit une architecture RAG simple, mais complète, et qui fonctionne pour mes besoins. Alors, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a tout fait nous-mêmes. On a utilisé Symfony qui propose quand même pas mal d'outils, mais globalement, on a fait l'essentiel nous-mêmes. Il existe plein d'outils qui vous permettent de... Nickel. Qui vous permettent de... Je peux parler moins vite maintenant, en fait, tu me restes 10 minutes. Il y a plein d'outils qui vont vous permettre de faire ce qu'on a fait là plus facilement, sans avoir besoin de tout faire vous-même. Les plus connus sont LLephant, qui a à peu près 1 an, qui a un dépôt PHP, et plus récemment, la Symfony AI Initiative, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est sortie au printemps 2025. LLephant d'abord parce que c'est le plus ancien, c'est sponsorisé par une société qui s'appelle Theodo et ça va en fait vous fournir une panoplie d'outils. En gros, c'est une super boîte à outils pour faire plein de choses qu'on a vues, dont on a besoin et qui supporte par défaut la plupart des gros géants de l'IA actuels. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Comment ça fonctionne? Ils ont un reader intégré. Le reader, c'est lire les fichiers. Donc, voilà, ils implémentent juste des dépôts PHP que vous connaissez peut-être déjà, PDF parseur, PHP Word, pour pouvoir lire du PDF, lire du point doc, etc. Donc là, c'est ma commande Symfony de tout à l'heure. C'est la même chose, sauf que du coup, au lieu de faire moi, j'ai fait un file get contents et puis après, j'ai fait des chunks. Là, en fait, du coup, j'ai fait un file data reader qui va chercher mes règles RH, les lire,
je récupère les documents, je book sur mes documents, et puis je vais faire pareil que tout à l'heure. Alors, pour les faire les chunks tout à l'heure, j'ai fait un explode. Et ce qui est cool, c'est que Elephant vous propose une classe qui s'appelle Document Splitter, qui va vous permettre de splitter vos documents de différentes manières, comme vous voulez. Là, j'ai fait maximum 500 caractères, le séparateur avec double saut de ligne tout à l'heure, c'est tout bête. Et puis ces chunks, après, je book dessus. Et du coup, pareil, en fait, ils ont des systèmes d'embedding. Vous avez juste à instancier une classe, vous faites un new OpenAI embedding. Vous avez votre clé OpenAI qui normalement est dans votre fichier .env. Et puis, du coup, vous embeddez, vous vectorisez votre chunk. Ça vous renvoie un embed document. L'embed document, c'est un DTO qui est fourni par le bundle, par la librairie Elephant. Si vous préférez avoir du texte, vous pouvez récupérer directement du texte. Et puis, vous lui passez le contenu, donc je vous avais dit. Vous pouvez vectoriser du texte ou le chunk, les deux sont supportés. Ensuite, vous voulez le stocker. Nous, on a vu tout à l'heure, on stockait avec un persist flush doctrine. Et pareil, ils ont un système de store. En fait, ils supportent plein de stores différents, dont celui de doctrine, dont Chroma, Redis, etc. Notamment, c'est un file system vector, c'est celui qu'on va utiliser là. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser votre vectorisation et la stocker dans le file system, un fichier que ça va créer à la racine de votre projet, qui est dans un bet.json, et qui va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure avec Postgre. La méthode add_document, j'ajoute le document dans le file system vector, je sauvegarde, et c'est tout bon. Du coup, cette fois-ci, on modifie mon LLM réponse qu'on a vu tout à l'heure. Globalement, on fait la même chose. Alors, le coer client qui est en haut, j'ai juste oublié de l'enlever, mais là, il ne sert à rien. Du coup, j'instancie cette classe OpenAI Small Embedding Generator, qui est l'un des modèles de vectorisation d'OpenAI, qui est supporté par Elephant. Je lui dis d'embedder le texte, là, la question de l'utilisateur. Et puis, en fait, on l'a vu tout à l'heure, j'utilisais le file system vector store. Par défaut, il vectorise dans un fichier qui s'appelle document vector store JSON. Et du coup, je lui dis, fais-moi de la recherche par similarité, la fameuse similarité cosinus dont on a parlé tout à l'heure. Je lui dis, fais-moi une recherche par similarité de l'embedding de la question de l'utilisateur. Je récupère moi ça dans un contexte. J'ajoute le contexte. Bon, par défaut, c'est clé 0 contenu, mais ça marche vraiment de la même manière. Et puis, ça marche toujours exactement pareil. Je peux prendre des jours sans solde. C'est long parce que j'utilise la version gratuite du LLM, donc des fois, c'est un peu plus long. Oui, les congés sans solde sont illimités. On le voit encore une fois, il ne l'a pas inventé, il a été le chercher. C'était une des règles qui était présente dans mon fichier RH tout à l'heure. Alors, Elephant, du coup, c'est cool parce que ça permet d'utiliser plein de fonctionnalités des grosses solutions d'IA. Si vous n'utilisez qu'une seule solution d'IA dans votre projet, bon, vous n'en avez pas forcément besoin, mais ça vous permet directement d'utiliser les méthodes de chat, la gestion des images, la vidéo, l'audio. Bon, voilà, c'est un vrai gain de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous ne voulez pas perdre du temps à tout faire vous-même, c'est vraiment top. La Symfony AI Initiative, alors, qui elle est sortie du coup au printemps 2025, qui est issu d'un dépôt qui s'appelle PHP-LLM, et là qui va proposer une suite de composants qui vont être en gros des interfaces unifiées pour utiliser plein de solutions d'IA, et qui va proposer plein de bridges, un peu comme Elephant, qui va vous permettre d'avoir un bridge pour utiliser Anthropic, un bridge pour utiliser OpenAI, et qui va vous permettre de faire globalement la même chose, de l'embedding, du chat, etc. Comment ça marche? Ça, c'est faire de l'embedding avec OpenAI. C'est tout bête, vous avez ce principe de plateforme, le Platform Factory, vous créez du coup la plateforme, vous lui passez le client HTTP que vous voulez. C'est cool, c'est que ça supporte à la fois le Symfony HTTP client, mais aussi Guzzle si vous voulez, donc comme si vous utilisez PHP HTTP Discovery dans un projet qui vous permet du coup d'utiliser le projet avec n'importe quel client HTTP, pas de bloquer sur un. Ce qui n'est pas le cas pour Elephant. Elephant marche avec Guzzle, donc si vous avez déjà un client HTTP qui est implémenté dans votre projet, ça en rajoute un. C'est pas cool, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, voilà comment ça marche avec OpenAI. Alors, si vous regardez le code, c'est vraiment tout bête. Et puis, si je vais au suivant, vous ne voyez pas trop de différence. Clac, 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 clac. Et en fait, le premier, c'est avec OpenAI. Le deuxième, c'est avec Mistral. La seule différence, c'est les use. En fait, on va chercher des bridges une fois chez Mistral, une fois chez OpenAI. Mais le code n'a absolument pas changé. Il est le même. Voilà. Alors, Symfony AI Store. Bon. C'est pas trop le sujet, mais un peu quand même. Ça supporte la plupart des bases de données vectorielles, des grosses solutions de bases de données vectorielles. Vous avez la liste ici. Les méthodes de recherche, similarité, distance euclidienne, tout ça, c'est supporté. C'est vraiment cool, ça bouge très 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 vite. Là, PHP, je ne sais pas si c'est réveillé, c'est depuis 1 an, il se passe énormément de choses. Quelques années, on disait oui, PHP, c'est fini avec l'IA, tout va se faire en Python et tout. En fait, pas du tout. On ne va pas faire demain un site internet forcément en Python. PHP est toujours utile pour faire ce genre de choses. Il va vous permettre d'être en gros un orchestrateur pour appeler plein de solutions déjà disponibles. Il se passe plein de choses, il y a plein de contributions dans tous les sens. Vraiment, c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir les différents bundles, les différents composants. Alors, dernière chose, là on a vu comment faire ça en PHP. Si vous avez la flemme
et que vous avez de l'argent, il y a des solutions clés en main, vous avez quasiment rien à faire, ce qu'on appelle des RAG as service. Il y a Amazon Bedrock. Moi, il y a un truc que j'ai utilisé que je trouve très facile, c'est avec OpenAI. OpenAI propose ce qu'ils appellent des vector stores, donc de bases de données vectorielles. Jusqu'à 1 giga, c'est gratuit. 1 giga texte, vous pouvez y aller quand même. Et après, vous payez vos stockages tous les mois. Mais bon, vraiment, 1 giga, il faut y aller. Vous envoyez, vous avez un dashboard, vous uploadez même à la main si vous voulez vos fichiers doc, vos PDF, etc. PDF, je ne suis pas sûr. Non, PDF, non, il ne supporte pas. Donc, il faut extraire le contenu de vos PDF, vous lui envoyez. Il s'occupe de tout, il fait le chunking, il fait la vectorisation, vous n'avez absolument rien à faire. Et après, vous utilisez le LLM d'OpenAI via conversation. Maintenant, avant, c'était plutôt assistant ou enfin point response. Et vous lui dites, je veux que tu ailles chercher les informations. Donc, Fight Search, vous lui mettez l'ID de votre vector store et automatiquement, il va aller chercher l'information dans votre base de données vectorielle. Donc, vous n'avez vraiment rien eu à faire. Ça se fait sans mentir, en à peu près 20 minutes, vous avez une architecture RAG complète qui fonctionne. Avec derrière, c'est OpenAI, donc c'est du costaud. Le stockage est gratuit. Par contre, vous payez chacun des appels. Mais on l'a vu plus tôt, vous allez devoir utiliser un LLM pour produire les réponses à vos utilisateurs et les LLM sont payants. Donc, de toute façon, à un moment ou l'autre, vous allez devoir payer quelque chose. À moins de choisir de développer vous-même votre propre modèle et votre propre LLM, ça coûte encore plus cher. Voilà, normalement je suis pile dans les temps, désolé j'ai parlé vite au début. Si ça vous intéressait, il y a un Johan Dev qui fait des vidéos YouTube et il fait régulièrement des vidéos sur ces trucs d'IA, c'est vraiment intéressant. Il en a fait une récemment sur le MCP. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si jamais vous voulez refaire des retours sur ma conf, sauf si c'est pour dire que je parle trop vite, ça vous pouvez le garder pour vous. Et il y a un QR code que vous pouvez scanner. J'espère que ça vous a plu, merci beaucoup et bonne journée. Merci Clément. On a le temps, on a 3 minutes pour les questions. Bonjour, merci pour la conf. On s'y intéresse au RAG là, dans la boîte et dans les discussions qu'on a eues, a priori, le modèle d'embedding, enfin de vectorisation, peut être amené à changer. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de compatibilité, ça veut dire qu'il faut tout réembedder les documents. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une stratégie pour ne pas se retrouver à un moment donné où, en fait, vu qu'il faut tout revectoriser, en fait, le LLM, il ne peut plus avoir de contexte le temps qu'on est... Normalement, les solutions d'IA ne sont pas censées modifier les modèles trop souvent, on est censé être supporté longtemps. Effectivement, si on choisit une solution et que demain, la boîte ferme ou que le LLM est plus supporté, on est emmerdé parce qu'en fait, vous l'avez vu, quand un utilisateur va vous poser une question, on va vectoriser sa question et à partir de son vecteur, on va chercher dans la base de données vectorielle. Mais si les modèles ont changé, vous avez vectorisé avec un modèle et cherché dans une base qui a été modélisée avec un autre modèle et du coup, ça va planter. Je n'ai pas trop de solutions à part implémenter un modèle soi-même sur notre serveur, mais c'est compliqué. Ça, je ne sais pas trop, alors désolé, c'est un peu chiant. Mais bon, normalement, les gros géants de la tech, ils ne vont pas changer de modèle demain parce que ça risque d'emmerder pas mal de leurs clients, mais c'est un risque quand même à envisager. Et merci Clément, du coup, on n'a plus le temps. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller le voir sur son stand. Et on reprend les conférences dans 5 minutes. Merci.